Panel le numéro 1 qui s'intitule « 3 points de vue sur la crise de l'abordabilité ». Donc, pour ce panel, nous avons avec nous 3 acteurs clés du domaine de l'habitation qui dresseront l'état des lieux en matière d'abordabilité au Québec et évidemment dans la grande région métropolitaine. Ils vont suggérer des pistes à privilégier pour répondre collectivement à l'ampleur des défis. Chacun présentera sa vision et ensuite nous pourrons donc tous discuter ensemble. Alors là, j'ai besoin d'avoir votre attention parce que les gens dans la salle, peut-être les gens aussi qui nous regardent à la maison, si vous avez envie de poser des questions, vous le faites via l'application Slido. Donc, vous voyez sur les écrans comment se faire. Donc, vous allez sur app.sli.do et ensuite, vous rentrez ce code. Donc, 24 10 989, je vous suggère de le prendre en note parce que ce sera le même code pour l'ensemble de la journée si vous avez des questions à poser. Donc, 24 10 989 et ensuite, vous cliquez sur Sommet Habitation 2022 et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser vos questions. Allez-y au moment où les questions vous viennent en tête et moi, je vais pouvoir avoir les questions devant moi et les poser peut-être au fur et à mesure. Donc, voici, je vous présente très rapidement nos panélistes. D'abord, il y a Francis Cortellino, économiste connaissance du marché à la SCHL, M. Adam Mongrain, directeur habitation Vivre en ville, et Stéphane Corriveau, directeur général du Centre de transformation du logement communautaire. Alors, je vais venir me joindre. Merci beaucoup, messieurs, d'être là donc, pour ce premier panel. Oui, effectivement, on peut les applaudir. Donc, on va commencer avec vous, M. Cortellino, donc votre présentation qui s'intitule « Le marché de l'habitation québécois, où en sommes-nous? » On discutait avant la pause des chiffres, savoir exactement est-ce qu'on peut s'entendre déjà sur combien d'habitations, de logements nous aurions besoin. Donc, je vous présente M. Cortellino. Il est économiste responsable de l'analyse du marché de l'habitation de la région de Montréal. Il s'est joint à la SCHL en 2008 et avant de rejoindre les rangs de la SCHL, il a été analyste en énergie et chargé de cours à l'Université de Montréal. Donc, je vous cède la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier soir, je parlais des organisateurs de l'événement et on me disait que plusieurs personnes auraient voulu assister aux conférences aujourd'hui. La demande était très forte. Mais d'un autre côté, le nombre de places, le nombre de billets pour être ici aujourd'hui était limité. Donc, beaucoup de demandes et une offre limitée. Et je vous dirais que c'est exactement ce qui s'est passé sur le marché immobilier québécois. Pourquoi autant de demandes? Bien, d'un côté, la pandémie était très dure vers les plus bas salariés, donc les secteurs des services, mais beaucoup moins pour les autres travailleurs. Et comme on n'avait plus de sorties, plus de voyages, plus de déplacements vers le bureau, ces travailleurs-là se sont retrouvés avec une épargne importante qui pouvait être dépensée sur plusieurs autres choses, dont le logement. Aussi, comme je le disais, on n'avait plus à se déplacer vers le bureau. Donc, on a vu plusieurs personnes quitter les grands centres, que ce soit Montréal, Capitale-Nationale, il y en a d'autres, pour se diriger vers des régions plus en périphérie, pensez les deuxièmes couronnes de Montréal, mais aussi le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec, et il y en a plein d'autres. Des secteurs aussi où les habitations sont moins chères que dans les grands centres. Quel a été l'impact de ces fondamentaux économie-démographie sur les différents marchés immobiliers? Mais au niveau du marché de la revente, le marché des courtiers immobiliers, on a eu des ventes records en 2020 et 2021 sur le marché, mais en même temps, le nombre de propriétés à vendre, l'offre était très limitée. Et avec beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres, qu'est-ce que ça fait? Mais vous avez un marché qui est très favorable aux gens qui vendent, aux vendeurs. Le marché de l'habitation était sous pression. Et un marché de l'habitation sous pression qui fait de la haute pression, c'est comme votre santé en général. Ça peut amener des complications. Et dans le cas de l'habitation, la surévaluation, la spéculation, des attentes irrationnelles par rapport à l'évolution des prix futurs. Et en parlant de prix, déjà, avant le début de la pandémie, vous pouvez voir que la croissance des prix sur le marché de l'habitation au Québec commençait à aller de plus en plus rapidement. Déjà à l'époque, il y avait des défis d'abordabilité importants. Mais est arrivée la pandémie, avec ce marché favorable aux vendeurs comme pratiquement jamais, des croissances de prix de l'ordre de 15 à 20 par année, ce qui vient encore plus détériorer l'abordabilité du marché immobilier québécois dans plusieurs secteurs de la province. Du côté du marché du neuf, on a construit des logements comme pratiquement jamais récemment, surtout en 2021. Et comme la demande était très, très forte, tout ce qui est construit trouvait pratiquement preneur. Et qu'est-ce qu'on a construit? Mais il y a eu un regain temporaire de la construction de maisons familiales pendant la pandémie. Les gens voulaient des logements plus grands, on travaille de la maison, on est confiné. Par contre, c'est vraiment la construction d'appartements qui a continué de dominer.
Et j'entends souvent des gens dans la salle vont me dire, oui, on fait des appartements, mais ces appartements-là, c'est juste du condo. En fait, c'était vrai il y a une dizaine d'années. On faisait plus de condos que d'appartements locatifs au Québec, mais en 2015, il y a eu un gros ralentissement dans le marché du condo et les promoteurs sont tournés de plus en plus vers le segment locatif. Et depuis 3 années environ, vous pouvez voir aussi qu'on fait beaucoup plus de logements locatifs, 3 fois plus que de condos au Québec. Et pour vous montrer comment le Québec est sur une autre planète en termes de construction d'appartements locatifs, il s'en est construit autant au Québec en 2021 que dans les 3 autres plus grandes provinces du pays réunies ensemble. Donc, beaucoup d'offres dans le locatif. Beaucoup d'offres, mais beaucoup de demandes aussi. Déjà en 2019, c'est un moment où le Québec accueille un nombre record de personnes de l'étranger, des étudiants internationaux, des travailleurs temporaires, des demandeurs d'asile, des immigrants. Et ces gens-là, à leur arrivée, elles vont louer. Ça va alimenter fortement la demande locative. Aussi, déjà en 2019, on l'a mentionné ce matin, les prix sont déjà élevés, les gens restent locataires plus longtemps, et donc ça va encore une fois soutenir la demande locative. Mais la pandémie frappe en 2020, les frontières ferment, plus personne n'arrive de l'étranger, et ça fait mal surtout à des secteurs qui accueillent beaucoup d'étudiants, travailleurs, par exemple Montréal, les secteurs centraux. Mais, grosso modo, vous pouvez voir qu'à Montréal, ça augmente, mais dans le reste du Québec, où les gens se déplacent, qui ont quitté les grands centres, vous allez voir de plus en plus de gens quitter, la demande locative augmente, aussi les prix de l'habitation augmentent de 15-20 %, c'est difficile d'acheter, et ça fait en sorte qu'en banlieue, dans les autres régions métropolitaines, Québec, Gatineau, Sherbrooke, les grandes agglomérations, Granby, Drummond, Saint-Hyacinthe et les autres, et même les petites agglomérations, Val-d'Or, Joliette, Valleyfield, il y en a plein d'autres, les taux d'occupation deviennent très bas, dans le 0,quelques à 1,quelques % environ. Et avec des taux d'occupation aussi faibles, ça met de la pression à la hausse sur les loyers et ça vient ainsi détériorer l'abordabilité du marché locatif. Ça, c'était les constats. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Bon, on est revenu à peu près 20 ans en arrière au Québec, un moment où le nombre de logements semblait suffisant pour que l'abordabilité ne pose pas autant de problèmes. Un moment où le prix des habitations était plus aligné avec le revenu des ménages québécois. Et on a regardé 2 choses. La première, combien de logements ça prendrait de plus d'ici 2030 afin de suivre la parade, de voir la population va augmenter, les revenus vont augmenter, donc ça va pouvoir répondre à la demande future. Combien de logements ça prendrait de plus pour absorber cette croissance-là, pour être en mesure de suivre la parade? Mais deuxièmement, combien de logements ça prendrait en plus pour rétablir l'abordabilité comme on l'avait il y a à peu près une vingtaine d'années? Et si on décide de rien faire, si rien ne change, les méthodes de fonctionnement ne changent pas. On sort de la salle aujourd'hui et rien ne change, ce n'est pas le but, mais si ce serait le cas, on prévoit ajouter environ 500 000 nouveaux logements au Québec au cours des prochaines années d'ici 2030. Est-ce que ce sera suffisant pour rétablir l'abordabilité sur le marché, ce statu quo-là? Malheureusement, ce ne sera pas suffisant parce qu'il faudrait en ajouter un autre 620 000 en plus du 500 000 afin de rétablir l'abordabilité qu'on avait il y a 20 ans. Ça prend beaucoup plus de logements sur le marché. Ça prend aussi une diversité dans l'offre de logement. Ça nous prend des logements de marché, mais aussi des logements hors marché pour pouvoir répondre aux différents besoins des ménages au Québec et aussi avoir une abordabilité qui va toucher toutes les catégories de logements. Il faut aussi penser à innover, des choses qui sont discutées aujourd'hui. Un exemple, c'est avec Vancouver. Vous avez des petites maisons dans les cours arrière qui servent des fins de location. Vous avez des sous-sols de maisons unifamiliales avec leur propre entrée qui servent aussi à des fins de location. À Vancouver, ce type d'unité représente le tiers de la nouvelle offre locative. Et attention, ce n'est pas la solution miracle qui va tout régler, mais c'est des choses qui méritent d'être examinées. Réglementation municipale, d'autres choses qui sont discutées aujourd'hui. Et on a réalisé une étude récemment où on a regardé les différents frais gouvernementaux, surtout municipaux, qu'on impose aux différents types de projets résidentiels à travers le pays. Il y a peut-être quelques gains à faire de ce côté-là aussi. Par exemple, on veut densifier le territoire. Tout le monde veut densifier le territoire. Mais lorsqu'on regarde le produit d'habitation qui se voit imposer le moins nombre de frais ou les plus petits frais, celui qui s'en sort le mieux, c'est en fait la maison détachée, le produit qui est le moins dense. Et souvent, ceux qui ont le plus de frais, c'est les produits les plus denses. Est-ce que c'est conforme avec nos objectifs? On veut aussi ajouter de l'offre de plus en plus rapidement au marché. Et lorsqu'on regarde le nombre de frais qui sont imposés, ou des fois c'est juste la structure des frais, ça peut venir complexifier un peu la tâche, ça vient allonger les processus d'approbation
et ça vient retarder l'offre qu'on veut sur le marché le plus rapidement possible. Est-ce qu'on est conforme, encore une fois, à nos objectifs? Mais la grande question aussi, c'est que pour certaines municipalités, ces frais-là peuvent représenter une source importante de revenus pour financer les services municipaux. Et si on devait les réduire ou les enlever, est-ce que les villes peuvent explorer d'autres outils afin d'avoir des revenus pour financer ces services municipaux-là? Je crois que c'est des questions qui sont très importantes à être regardées. Parce qu'en bout de ligne, si collectivement, on met tous nos efforts et on fait juste parler d'investisseurs étrangers ou de mesures pour moduler la demande, et on ne s'occupe pas de ça, là, le manque d'offres, ça va être très difficile de rétablir l'abordabilité au Québec au cours des prochaines années. Sur ce, merci de votre présence, merci aux villes de Laval-Longueuil pour cette initiative et une bonne journée de conférence à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons maintenant peut-être un peu discuter ensemble, mais auparavant, j'aimerais dire aux gens qui sont rentrés un petit peu plus tard de la pause, vous allez pouvoir poser des questions à nos experts via l'application Slido. On va vous remettre exactement les instructions. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous y allez avec le biais de votre téléphone cellulaire. Et j'en profite aussi pour saluer les gens à la maison. Vous êtes plus de 500 personnes à nous regarder actuellement. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir bien mis la table avec tous ces chiffres. Peut-être qu'on peut parler, qu'est-ce que c'est l'abordabilité? À partir de quel moment on peut dire un logement est abordable? Est-ce qu'il y a une seule définition ou elle est multiple? Puis je vais vous poser la question à vous, mais j'attends aussi évidemment votre réponse. Très bonne question. Il y a plusieurs indicateurs différents, plusieurs mesures. Les mesures, par exemple, pour les ménages de faible revenu qui ont des besoins impérieux. Donc, on regarde les pourcentages de revenus et d'autres trucs. Souvent, une qui est utilisée, c'est 30 du revenu qui va aux frais de logement, etc. C'est un peu l'exemple ici dans lequel on a pris pour venir à une période au Québec où on était plus à 30 on est rendu beaucoup plus élevé maintenant avec la hausse du prix des habitations. Malheureusement, il n'y a pas encore de définition commune. On est en train de travailler, en train de faire un peu un recensement de tous les indicateurs qui existent un peu à travers le monde pour essayer d'avoir des définitions plus précises, mais malgré l'absence de définition précise pour le moment, je pense qu'on peut tous savoir qu'il y a un problème d'abordabilité en ce moment. Oui. Donc, c'est que ça soit 30 32 ou 33, ou, etc., pour les ménages à plus faible revenu des logements sociaux, il y a beaucoup de problèmes à régler et je crois qu'on peut continuer à travailler sur avoir des indicateurs plus précis, plus fiables, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'agir immédiatement quand même. Parce que là, on le voit actuellement, il y a des gens au Québec qui payent 50-55 % de leurs revenus pour se loger, ce qu'on ne voyait peut-être pas nécessairement avant. On sait qu'à Vancouver, ça se rend jusqu'à 80 %, donc effectivement, c'est peut-être une mesure intéressante. Monsieur Corriveau, quand on a discuté ensemble préalablement, je me rappelle que vous m'aviez dit que vous étiez assez rébarbatif vis-à-vis de l'expression « logement abordable ». Bien, essentiellement, j'étais rébarbatif parce que, entre autres, c'est une notion qui est très difficile à définir. Et surtout, c'est que c'est une description ponctuelle dans le temps. Un logement qui est abordable aujourd'hui n'est pas nécessairement un logement abordable demain. Alors, quand on dit « je construis du logement abordable », je développe du logement abordable, ça peut être tout à fait vrai maintenant. Oui. Mais s'il n'y a pas de mécanisme qui garantit la pérennité de l'abordabilité, bien, ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut juste dire que je suis capable de trouver quelqu'un qui est capable de payer le loyer ou d'acheter la maison aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que la notion de abordable doit être prise avec des pincettes. Puis même, tant qu'à moi, ne devrait pas être prise. Ça devrait être des logements qui répondent aux besoins et aux moyens de la population. De toutes les classes sociales? Oui, évidemment, pour toute la population. Puis ça, c'est l'autre problème peut-être que je dirais sur la notion d'abordabilité, c'est que la recherche d'un indicateur, c'est pas pour rien que c'est difficile. C'est pas parce que des gens comme M. Cortellino n'ont pas d'imagination, n'ont pas la capacité de trouver des chiffres. C'est que ce qui est abordable pour moi peut ne pas être abordable pour vous. Alors, une espèce de règle mur à mur, c'est extrêmement difficile à définir parce qu'on n'est pas tous... Alors, statistiquement, tu peux dire, tu sais, la majorité du monde sont capables. Mais ceux qui ne sont pas capables ne sont pas plus capables parce que la majorité est capable. Donc, c'est un problème, là. Il faut penser à tout le monde. Monsieur Mongrain? J'abonde. En fait, beaucoup de mes éléments de réponse sont là. C'est vraiment une drôle de mesure, l'abordabilité, parce que, comme Stéphane vient de le dire dans des mots différents, c'est toujours à deux échelles. Il y a les moyens qu'on a pour se payer le bien, puis il y a le prix du bien. Puis il y a des gens qui sont très fortunés pour qui tout est abordable, puis il y a du monde qui n'a aucun argent, il y en a, pour qui rien n'est abordable. Donc, comme on le souligne, la maison elle-même, elle ne sait pas c'est quoi son prix.
Quand on parle d'abordabilité, on parle de dynamique sociale, puis pourtant on essaie d'ancrer ça dans le matériel, mais ça ne veut rien dire. Les prix ont bougé, puis souvent les prix ils bougent pour un bien qui est identique, une maison qui monte en prix année après année, pas nécessairement à cause qu'on investit du travail dedans ou qu'on fait des rénovations. C'est quelque chose qui est fixé par des dynamiques à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Donc, comme je disais, j'abonde, c'est très dur d'arriver à une définition cohérente de qu'est-ce qu'on cherche quand on parle d'abordabilité en habitation. J'aime ça, on parle d'abordabilité toute la journée. On a de la difficulté à le définir au début de la journée. Écoutez, on pourra effectivement en discuter plus tard aujourd'hui, assurément. Je vais vous laisser, M. Mongrain, aller vous installer. Je vais vous présenter, donc, pour votre présentation, porte ouverte, 4 chantiers pour enrayer les crises du logement. Donc, Adam Mongrain est directeur habitation à Vivre en Ville, donc un organisme d'intérêt public qui a fait la promotion des collectivités viables depuis plus de 25 ans. Il travaille également sur l'établissement d'un registre des loyers publics obligatoire et universel, en particulier à travers l'initiative du registre des loyers citoyens piloté par Vivre en Ville. Merci beaucoup. Merci Catherine Lune et merci à tout le monde d'être ici. Vivre en Ville est vraiment emballé d'avoir la chance de présenter son point de vue sur l'abordabilité devant un public aussi important et qualifié. Je suis sur un timer, fait que je vais passer rapidement à travers mon contenu aujourd'hui, puis on en parlera par la suite. C'est bon, j'ai enlevé une phrase, fait que ça m'a donné le temps d'apprendre à me servir du clicker. Donc, ce qu'on disait, c'est que, Francis en a bien parlé, on est dans une crise en ce moment parce qu'on est dans une situation de déconnexion entre les revenus et les prix. Si les deux courbes que vous voyez à l'écran en ce moment étaient couplées, on ne serait pas dans une crise d'abordabilité. Jusque-là, on s'entend? Ce qui nous intéresse, donne-moi une petite seconde, parce que je suis quelqu'un qui fait des phrases très longues quand je suis laissé à mes propres moyens. C'est pour ça que je les écris. Puis là, ça ne marche pas comme je voulais. Donc, parfait. Je suis revenu. Puisque les prix, c'est le problème, parce que c'est les prix qui explosent qui creusent cet écart-là, ce n'est pas les revenus qui s'effondrent. Ça fait convention. La crise de l'abordabilité demande qu'on s'intéresse aux prix plus qu'aux revenus. Pour y réfléchir, on propose, nous, de regarder qu'est-ce qui fixe les prix où ils sont. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est, comme on peut tout répondre, hein, c'est l'offre et la demande, mais la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fixe un prix précis pour une maison précise, que ce soit 100 000 ou 500 000. On va faire un petit jeu de devinette. Ce matin, gardez ça léger. Toutes ces maisons-là étaient en vente hier sur Centris. Il n'y a pas de pogne, c'est toutes des 4 chambres, le zonage est résidentiel, il n'y a pas de fermette. Est-ce que vous êtes capable de deviner le prix des maisons qui sont à l'écran en ce moment? 500 000, OK. Est-ce que vous êtes en mesure de les mettre en ordre? Quelle est la plus chère, quelle est la moins chère? OK, gardez vos réponses en tête, j'ai les résultats, je vais vous les montrer. Vous avez été très volontaire, merci de vous être prêté à mon petit jeu. Les réponses, bien, à Sainte-Agathe-de-l'Aubinière, 99 000, à Forestville, 159 000, à Longueuil, 465 000, puis à Montréal, 625 000. Je reviens à ma première question. Comment ces prix-là ont été établis? Pourquoi la maison de Longueuil coûte précisément 465 000 $? Parce que c'est Longueuil. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai formulé. En guise de réponse, on va s'imaginer qu'on remonte dans le temps, okay? Puis que les prix à Montréal reviennent à peu près à ce qui était au niveau 2012, par exemple, il y a 10 ans. Imaginez que demain, la maison qui était à 625 000, qui est en ce moment à vendre à 625 000, est mise sur le marché à 350 000. Qu'est-ce qui va se passer avec le prix de la maison à Longueuil? Combien est-ce qu'elle va coûter? A contrario, si les prix continuent à apprécier à la même vitesse qu'ils ont apprécié dans les 2 dernières années, puis que dans quelques années, la maison qui est à Montréal en ce moment à 625 000, elle se retrouve sur le marché à 1,2 ou 1,3 million de dollars. Combien ça va coûter à Longueuil? Combien ça va coûter à Forestville, à Sainte-Agathe? Vous me voyez venir, l'hypothèse qu'on soutient, c'est qu'évidemment, l'offre et la demande, ça joue un rôle très important, mais les prix sont établis en comparaison.
Du côté des acheteurs, ils n'évaluent pas juste à quel point ils veulent une maison en particulier, le prix que ça vaut s'est établi avec les alternatives dans le marché. Puis du côté des vendeurs, les attentes de profit sont fixées en fonction des transactions qu'ils ont observées. Ce que ça veut dire, c'est que les prix dans le marché immobilier, ils sont couplés. Puis ce qu'on a vu dans la crise de l'abordabilité, c'est que le prix plafond, donc la maison la plus chère dans le marché immobilier, a explosé en valeur, puis a tiré tous les autres prix vers le haut, parce que tous les prix sont couplés ensemble, puis tout s'établit par comparaison. Puis évidemment, ça arrive beaucoup plus vite quand il y a énormément de surenchères, comme en 2021, à un certain moment, il y avait seulement 10 000 propriétés en vente dans la RMR de Montréal pour 4,2 millions de personnes dans la population. Pour vivre en ville, c'est une dynamique fondamentale de la crise de l'abordabilité et de la crise de l'habitation. Comme les prix sont couplés, au fur et à mesure que le plafond monte dans le marché et tire tous les prix avec lui, on a de moins en moins de moyens pour mettre en place des mesures qui stoppent la hausse des prix. Vous le savez, même si on a de l'argent, on n'a pas infini argent. Je suis sûr qu'ici dans la salle, vous le savez, on n'a pas infini argent. Même si on réserve un budget pour des mesures structurantes comme la construction, la préemption, l'expropriation, on est quand même menotté par les prix-ventes dans le marché, puis on ne réussira jamais à pelleter assez d'argent pour rattraper le manque à gagner. Donc, je pose la question, en ce moment, combien ça coûte l'abordabilité au Québec? On va se concentrer pour juste l'exemple et la réflexion sur le prix des maisons individuelles. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le prix des maisons individuelles en 2009, 2013, 2017 et 2021, tel que rapporté par la PCIQ. Sur la base de 2009, à grandeur du Québec, les prix ont augmenté de 95 %. À Sherbrooke, c'est 101 % Gatineau, c'est 112 % puis dans la région de Montréal, c'est 118 %. Comme on est dans la région de Montréal aujourd'hui, la grande région de Montréal, on va regarder ces chiffres-là en particulier. Donc, 2009, 240, 2013, 280, 2017, 315, puis 2021, 522 500. Mettons qu'on se dit que 2013, c'était assez abordable, que c'était cohérent avec les revenus dans la région. Bien, on va commencer par calculer la différence de prix entre 2021 et 2013 pour savoir c'est quoi l'appréciation des maisons pendant cette période-là. Ce que ça donne comme prix, c'est 242 500 $. Jusque-là, ça va? Tout le monde me suit? Okay. Maintenant, on va regarder un autre calcul. En 2013, il y avait minimum 525 000 maisons individuelles dans la région métropolitaine de Montréal. Si on multiplie le gain en valeur des maisons, soit 242 500 $, par le nombre de maisons individuelles dans le stock, ça arrive à quel chiffre? Gros chiffre. 1 milliard. Ah bon, oui, c'est ça. La réponse, c'est 127,5 milliards de dollars. Les milliards, c'est un peu abstrait pour moi, c'est très dur à conceptualiser, donc j'aime ça l'exprimer en millions. C'est 127 000 millions de dollars en richesse implicite qui a été créée par la hausse des prix seulement par les maisons individuelles, seulement dans la région métropolitaine de Montréal, entre 2013 et 2021. Pas les plex, pas les condos, pas les autres typologies. Ça ne veut évidemment pas dire que tous les propriétaires de maisons ont en ce moment 240 000 $ dans leur poche. Mais si on doit payer les prix de 2022 pour créer de l'abordabilité dans le marché, ça donne une idée de l'effort qui est en face de nous. Ce qui nous amène au piège de créer de l'abordabilité à la pièce. Comme c'est très vaste, comme les besoins sont très grands, c'est tentant de se dire, bien, on va créer du logement abordable pour les gens qui en ont besoin. À vivre en ville, un peu comme Stéphane, on essaie de jamais dire le terme logement abordable. Puis pourquoi? Bien, c'est juste que, par définition, si on dit on a 100 000 unités qui sont du logement abordable ou 200 000 unités qui sont du logement abordable, mais tout ce qui est à l'extérieur de ce 100 000-là, ce 200 000-là, est de facto inabordable. C'est pour ça qu'on a une définition d'abordabilité qui est un peu plus macro par rapport à des mesures sur le building lui-même. On vous propose que l'abordabilité, en fait, c'est un contexte. C'est une situation. Ce n'est pas la qualité qu'on peut donner à un logement en particulier, c'est un contexte dans lequel tous les ménages, peu importe leurs revenus, sont en mesure de trouver des options intéressantes dans le marché et non pas quand un certain pourcentage du stock est à un certain prix. On conçoit la définition de l'abordabilité comme ça parce que dans nos travaux sur la question, on a été énormément confrontés au problème du manque. Il y a quelques années, moi, j'ai donné un divan sur Kijiji.
Il ne valait plus rien pour moi, je le trouvais laid, je le trouvais inconfortable, je le donne 0 $. Combien vous pensez qu'on reçoit de messages quand on donne un divan gratuit sur Kijiji? Moi, j'en ai reçu une centaine. Puis, c'était des mères monoparentales qui n'étaient pas capables de se meubler à cause qu'il y avait juste un emploi, des personnes handicapées qui avaient la misère à trouver du mobilier adapté, puis des personnes qui essayaient d'accompagner des réfugiés pour s'installer au Québec. À qui on le donne, le divan, quand il y en a 100 comme ça qui posent la question? Moi, je me suis dit, je vais le donner au premier qui l'a demandé, c'est juste. Puis finalement, le lendemain matin, je l'ai vu à vendre sur Kijiji pour 300 $. C'est très important. Vous voyez venir, là? Tant qu'il n'y aura pas d'abordabilité pour tout le monde, il n'y en aura pas assez. Il n'y a pas de bonne manière de diviser une ressource insuffisante. Il n'y a pas de justice en situation de manque. Je vais rapper rapidement pour la dernière slide. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Dans Portes ouvertes, on parle de 4 grands chantiers, 4 portes à ouvrir pour créer un contexte d'abordabilité. Combler le déficit d'espace habitable dans les milieux durables, créer un marché immobilier sans spéculation, construire une abondance d'unités hors marché, puis décupler la productivité du secteur de l'habitation. Dans tous les cas, c'est des solutions, mais il n'y a pas d'absolution. Repensez au coût de l'abordabilité, repensez à la richesse qui a été créée par la crise de l'abordabilité. Pensez aux propos de M. Boyer ce matin avec les ménages qui font des choix difficiles. Est-ce que je mange ou est-ce que je me loge? Est-ce que j'envoie mes enfants à l'école ou est-ce que je me loge? Les décisions qu'on a à prendre ici, dans cette salle, ensemble et en sortant, ne sont pas moins difficiles que les décisions auxquelles les ménages du Québec font face. Mais si on se donne comme objectif de loger tout le monde dignement, de créer un contexte d'abordabilité durable, ensemble, on va être capable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mongrain. Merci. Vous parlez de difficultés, de prendre des décisions difficiles. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre l'équivalent d'une espèce de plan Marshall? Est-ce qu'on devrait tous ensemble se dire voici où on s'en va et qu'il y ait vraiment une ligne très, très claire? Oui, je pense que ça part de l'intention. Quand on a sorti Portes ouvertes, évidemment, on reçoit des appels depuis plusieurs années, depuis qu'on a commencé nos travaux sur la question, comme quelles sont vos solutions? Oui. Comme, sont où les solutions? Puis, comme je dis, il y en a beaucoup des solutions, mais si la crise de l'habitation, comme on l'appelle, c'est le grand problème, bien, c'est un problème qui est créé, comme l'image que j'aime donner, c'est que c'est un bateau qui a 1 million de fuites dans la coque. C'est facile de se laisser hypnotiser par la fuite qui est en face de nos yeux, puis dire, OK, bien, comme on va se concentrer là-dessus, on la bouche. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont aider à empêcher le bateau de couler, mais le problème, ce n'est pas la fuite qu'on a en face des yeux, le problème, c'est le bateau qui coule. Donc, tout doit être mis au service de l'intention de sortir de la crise de l'habitation. Puis ensuite, je suis relativement agnostique sur les moyens. On fait des recommandations de mécanismes, on parle de choses qui, évidemment, vont aider, financer la livraison de logements sociaux, établir un registre des loyers publics et universels, ça va aider beaucoup avec la spéculation, donner des avantages réglementaires à la construction hors marché, ça aide, mais ce n'est pas l'important. Aucun de ces mécanismes-là, à la pièce, est important. La destination dans laquelle on s'engage est beaucoup plus déterminant que les moyens qu'on prend pour s'y rendre. Donc, j'espère que ça répond de façon assez cohérente à la question. Parfait. On a reçu une question via Slido. Est-ce que ce serait pertinent de supprimer la TPS et TVQ et taxes de bienvenue sur les nouvelles constructions? Là, donc là, on sort un peu peut-être de l'abordabilité par rapport à ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bien, personnellement, je vais citer Adam, je pense. Ce qui définit le prix d'une maison, ce n'est pas le coût de la maison, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors, si une maison se vend aujourd'hui, je suis propriétaire d'une maison, je l'ai achetée 100 000 $ il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis capable de la vendre 400 000 $. Oui. Je n'ai pas fait de rénovation majeure. Alors, qu'il y ait des taxes, qu'il n'y ait pas de taxes dedans, c'est pas ça. Les gens vont l'acheter parce qu'ils la veulent. Alors, ça va faire en sorte que ça va faciliter certaines transactions, ça va faire en sorte que les développeurs risquent d'augmenter. Bon, si la valeur de la maison reste la même, bien, ça va donner un break aux développeurs qui, eux, vont encaisser la différence qui est provoquée par le TPS TVQ. Au bout de la ligne, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, l'enjeu, c'est vraiment de répondre aux besoins de manière suffisante, de rééquilibrer le marché dans son ensemble.
peut-être aussi depuis ce matin, on a eu des maires, on a eu des représentants qui nous ont dit, bien, il faut au contraire que les municipalités aient plus d'argent. Donc là, si on enlève la taxe de bienvenue, qui normalement devrait aller aux municipalités, on enlève encore plus de moyens. C'est peut-être pas logique dans ce sens-là. Donc, parfait. On va y aller avec vous, si vous voulez aller vous installer. Donc, M. Stéphane Corriveau est directeur général du Centre de transformation du logement communautaire. Auparavant, il a été président de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine, aussi directeur général du Réseau québécois des OSBL d'habitation et représentant de l'Amérique du Nord, ainsi que vice-président de la Housing International Coalition, ainsi que membre du groupe de travail du caucus autochtone en habitation communautaire. Oui. Avoir su que ce n'était pas juste pour mettre dans le pamphlet, je ne vous aurais pas donné une longue description comme ça. Donc, essentiellement, la plupart d'entre vous avez déjà vu cette image-là. C'est une image que j'ai volée sur le site web de la SCHL. Alors, je m'excuse pour les droits d'auteur. Ce qu'on voit là, c'est comme ça qu'on perçoit le parc résidentiel. Puis si on regarde bien l'image, on s'aperçoit qu'à une extrémité, c'est l'itinérance, puis à l'autre bout, c'est la propriété privée individuelle. C'est le modèle, l'expression qui est utilisée, c'est le continuum. Donc, c'est entre l'offre minimaliste puis l'offre de haute qualité. Le problème, quand on regarde cette image-là, c'est qu'on s'aperçoit que, dans les faits, ce n'est pas une représentation réelle. La moitié de l'image représente 5 % du parc résidentiel au Canada, puis l'autre moitié représente 95 %. Alors, quand on regarde la carte, bien, on se dit, tu sais, c'est équilibré, mais parce qu'on fait de l'intervention à tous les niveaux. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un niveau de gens qui sont en situation difficile, puis là, vous allez comprendre vers quoi je vais. Le profil de la clientèle. Bien, dans les faits, il y a des gens qui ont des moyens financiers, puis là, bien, eux, ils sont de plus en plus vers cet angle-là. Puis il y a des gens qui ont des besoins de soutien, que ce soit du soutien financier, que ce soit du soutien social, que ce soit du soutien médical, qu'importe. Alors là, il y a un problème parce que les besoins, puis la demande, puis l'offre, ils ne sont pas équilibrés. Il y a pas une contradiction, mais il y a un déséquilibre là-dessus. Et ce déséquilibre-là, il n'est pas provoqué seulement par les différents mécanismes qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais ils sont en fait le résultat de politiques publiques, en grande partie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, puis là, je vois plus que la moitié là, de l'itinérance jusqu'à l'abordabilité des logements propriétaires, il y a de budget à l'échelle du Canada, 7 milliards de dollars par année qui sont consacrés à soutenir ce morceau-là de l'équation. Mais si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la propriété, on a du côté de la SCHL, puis je sais que le chiffre n'est pas vrai, 1000 milliards, je ne veux pas enlever ma propre crédibilité, mais je trouve que c'est un plus beau chiffre que 900 milliards. Fait que j'ai mis 9 milliards, on est à 100 milliards près. Hein? Donc, il y a 900 milliards de dollars d'engagement financier de l'État canadien pour garantir et soutenir l'industrie hypothécaire à travers, entre autres, et principalement, les garanties hypothécaires. La plupart des citoyens et des citoyennes, quand ils achètent leur première maison, ils ont besoin de la garantie SCHL pour faire la transaction. C'est de ça que je parle. Et sans cette garantie hypothécaire-là, ils ne pourraient pas la faire, la transaction. Donc, l'État se porte garant de ta capacité de payer la maison. Et donc, on se porte garant à hauteur de 1000 milliards versus 7 milliards de l'autre côté. Mieux que ça, en plus de la contribution de la SCHL, bien, on se retrouve maintenant, à l'échelle du Canada, je n'ai pas été capable de faire l'équation juste pour le Québec, vous m'excuserez. Il y a 14 milliards de dollars cette année qui vont être attribués ou perdus collectivement par l'exemption de taxes en gain de capital pour la résidence principale. C'est un choix. Je sais qu'au Canada puis au Québec, c'est considéré comme une vache sacrée. Tout ce que je veux dire, par exemple, c'est que c'est une vache sacrée seulement au Canada puis au Québec. Quand vous allez voir juste au sud de la province, qui n'est pas connu comme étant le paradis socialiste, là, il n'y a pas d'exemption de taxes pour le gain de capital sur ta maison. Quand tu vas partout ailleurs dans le monde occidental, là, la règle, c'est qu'il n'y a pas d'exemption de taxes. Donc là, on donne 14 milliards de dollars à des gens qui ne sont pas nécessairement les plus mal pris. Et si on calcule ce 14 milliards de dollars-là, puis le 1000 milliards, puis ainsi de suite, quand on rajoute aussi les coûts d'infrastructure qui sont provoqués par les maisons individuelles, puis on rajoute tout ça, on se retrouve dans une situation où, au bout du compte,
les ménages propriétaires individuels reçoivent plus d'aide de l'État que les ménages en situation de crise financière et en situation de fragilité. On subventionne davantage les gens en meilleure situation que les gens en situation plus précaire. Et ça provoque une situation où, quand il y a une augmentation des coûts, puis on se retrouve dans une situation où il y a de l'argent qui est mis pour aider les gens en itinérance. Un coût d'un itinérant, c'est entre 55 et 60 000 par année en coût de santé. C'est une nuit à l'urgence, c'est 3 000 Bien, les itinérants sont à l'urgence pas mal plus souvent que la majorité d'entre nous. Chaque fois qu'il y a une intervention policière, chaque fois qu'ils passent quelques jours en prison, chaque fois que tout ça, c'est 60 000 un itinérant. Ça nous coûte très cher. Alors qu'il y a de l'intervention qui est faite de ce côté-là, puis je ne dis pas, écoutez, entendez-moi bien, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des itinérants, il ne faut pas travailler avec eux, mais ça coûte très cher, cette intervention-là. Puis l'autre intervention qui coûte très cher, c'est l'intervention auprès des ménages qui sont en situation de propriété individuelle. Ce à quoi on n'intervient pas, bien, c'est dans le milieu de le truc. Quand moi, j'ai terminé mes études, puis je suis allé vivre en appartement, bien, je travaillais au salaire minimum, puis on était 2 à se partager le logement, puis on était capable de vivre. Évidemment, on n'avait pas des robinets en or, puis on ne mangeait pas du filet mignon tous les soirs, même on n'en mangeait jamais, mais quand même, on était capable de vivre décemment avec des revenus très modestes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ce truc-là a 2 conséquences. Ça pousse les gens des 2 côtés de l'échelle, ça provoque de l'instabilité résidentielle pour ceux qui sont trop pauvres et qui se rapprochent de la rue. Puis, de l'autre côté, bien, les gens qui sont capables d'investir davantage, ils disent, bien là, je vais me protéger, je vais me déplacer vers la droite du spectre. Mais ça, ce que ça fait, c'est que les gens consacrent trop de sous pour ceux qui y vont, puis là, bien, ils n'ont plus la capacité de vivre correctement, puis de se nourrir, puis d'avoir les activités nécessaires. Puis, de l'autre côté, bien évidemment, ça crée beaucoup de détresse, et individuelle et collective. Alors ça, sur quoi on doit travailler, c'est développer une offre adéquate. Puis si on veut faire une règle générale, bien, notre intervention principale devrait être vers le centre du spectre, c'est-à-dire les logements sociaux, le logement locatif abordable, le logement de transition, puis le logement locatif du marché, mais c'est vraiment vers le centre qu'on a besoin de faire une intervention. Parce que si on fait cette intervention-là et qu'on la fait de manière adéquate, bien, ce vers quoi on se retrouve, c'est moins de gens en situation de détresse, puis moins de dépenses qui vont être consacrées à l'habitation par l'ensemble des ménages, puis là, bien, on rétablit une cohésion sociale qui est un peu meilleure. En termes d'objectifs, parce que comme mes collègues l'ont dit un peu avant, le problème, ce n'est pas juste le coût, c'est le système qui est autour. Et là, si on est dans une situation où seulement 5 du parc résidentiel est hors marché spéculatif, bien, une intervention de 5 puis là, je suis généreux avec le chiffre 5 quand on va avoir les derniers chiffres du recensement de 2021, moi, je pense qu'au Québec, on va être rendu plus proche de 3,5 que de 5 Quand on est à 3,5 du parc qui est d'un ensemble, bien, on n'est rien dans cet ensemble-là. On n'a pas la capacité d'influencer la dynamique générale du marché. Donc, ce qu'il faudrait viser, c'est d'avoir au moins 20 du parc résidentiel au Québec qui soit hors marché spéculatif. On pourrait avoir des ambitions plus élevées. On va entendre bientôt aujourd'hui une représentante de la ville de Vienne où ils ont dépassé largement ça. En fait, ils ont triplé ce chiffre-là. Ils ne sont pas à 20 mais ça, je vais la laisser faire sa présentation. Tout ça pour dire que si on ne vise pas ça, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas un seuil inimaginable. On était en 1995 presque à 10 Alors, on perd la course, on est capable de la reprendre. Il faut voir le logement communautaire comme quelque chose qui est ouvert pour tout le monde. Qui se rappelle qu'Habitat 67, qui est l'immeuble iconique de Montréal, était du logement social jusqu'au milieu des années 80. Alors, il faut arrêter de penser logement social égale situation de détresse, situation de difficulté, puis crise. On est capable d'avoir du logement social et communautaire qui a une offre qui répond à des besoins de beaucoup d'autres mondes que ceux-là qui sont seulement en crise. Alors, essentiellement, pour terminer, parce qu'on me dit que j'ai fini mon temps, j'ai encore bien des slides à vous présenter, mais je vais aller à la dernière. C'est qu'on est en train de travailler sur un processus qu'on appelle plancher. Et les objectifs de ça, c'est de réussir à dire, bien, il faut que le logement hors marché soit développé de manière significative. Il faut changer d'échelle. Il faut mobiliser nos actifs et nos moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aujourd'hui, au Québec, le parc résidentiel communautaire, donc les coopératives d'habitation puis les OSBL, puis on pourrait rajouter
les HLM qui sont un parc un petit peu différent, mais qui devraient faire partie de l'équation, mais juste les OSBL puis les coops, on parle de 80 000 unités qui dégagent ensemble à peu près 5 milliards d'équité. Ça, si on est capable de mobiliser ça, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Il y a plein de cadres réglementaires et budgétaires, pas budgétaires, mais réglementaires puis bancaires qui font qu'on ne peut pas y arriver. Si on est capable de mobiliser ça et qu'on est capable de travailler avec les municipalités sans faire d'investissement supplémentaire significatif, on est capable de décupler, et là, j'utilise le chiffre, le mot à bon escient, décupler, 10 fois plus. On doit réussir à construire au Québec et à acquérir 10 000 unités de logement social et communautaire à chaque année pour les années qui viennent, parce que si on ne fait pas ça, la crise, elle va s'accélérer et elle va se continuer. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le petit dessin. La chose importante à se rappeler, c'est que le travail de définition de plancher se poursuit et il y a les grandes villes, la plupart des grandes villes, il y a la plupart des grands investisseurs institutionnels qui ont une volonté d'intervenir socialement et la plupart des grands réseaux d'organisations communautaires sont partie prenante de la démarche. Et aujourd'hui, mon appel à l'action à votre égard, c'est et vous, dans les municipalités, dans les organisations qui n'êtes pas encore partie prenante de cette démarche-là, on attend et on souhaite votre présence. Alors, c'est une invitation et puis j'ai confiance qu'ensemble, on est capable d'atteindre ces objectifs-là. Merci. Merci beaucoup, M. Corriveau. Vous savez, depuis ce matin, on a parlé énormément de nouvelles habitations, de nouvelles unités, mais il y a peut-être un éléphant dans la pièce qui est est-ce qu'on s'occupe du parc immobilier actuel? Parce que ces coops, ces HLM, etc., qui ont été construits il y a 20, 30 ans, ont besoin aussi d'avoir éventuellement des injections d'argent. Est-ce que ça, parce que, évidemment, pour les élus, c'est toujours plus vendeur de dire, bien, on va faire des nouvelles unités, ça vend beaucoup plus de dire, bien, la moitié de notre budget d'habitation, on va aller à faire des nouvelles cuisines ou à rénover des appartements qui devenaient peut-être un peu vétustes. Oui. Les anglophones ont l'expression « a penny saved is a penny earned ». Alors, c'est un petit peu la même logique. Si ceux d'entre vous qui êtes propriétaires d'une maison aujourd'hui, vous n'entretenez pas votre maison, vous savez très bien qu'en plus d'avoir une conséquence sur vos conditions de vie, bien, la valeur de votre maison, elle va diminuer à cause de ça. Et là, par négligence, pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, mais on n'a pas fait les investissements nécessaires pour maintenir le parc résidentiel non spéculatif. Et puis là, bien, ça nous mord parce que bien, on a repoussé cet entretien-là. Puis maintenant, bien, faire les réparations, ça coûte plus cher aujourd'hui. Tu sais, quand tu as une petite cuite dans le toit, bien, ça ne coûte pas cher. Si tu laisses ton toit couler pendant 3 semaines, bien là, tu te retrouves dans une situation où tu as un dégât, puis tu as de la pourriture, puis tu as tout ça. Alors là, on est un peu dans cette situation-là, puis on a une responsabilité collective de s'assurer qu'on s'occupe de ce qu'on a, parce que ça va quand même coûter moins cher de le réparer que d'en bâtir du neuf. Puis ce qu'on va construire, il faut qu'on l'entretienne correctement. Si on ne voit pas ça comme ça, bien, on se tire dans le pied. Effectivement. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose rapidement là-dessus? Oui, construction d'unités neuves versus l'entretien du parc, surtout sur la mesure d'abordabilité. C'est pas bon. Je vous le présente, je pense que vous allez être d'accord avec moi, que nos maisons travaillent plus fort que nous. Il y a beaucoup de richesses, comme on vient de faire un petit calcul, qui se fait à cause, Stéphane, tu avais un exemple intéressant sur la question, à cause du travail collectif, dans le fond, qui fait augmenter la valeur des maisons. C'est de plus en plus beau, donc les maisons valent de plus en plus cher. Puis, beaucoup de personnes au Québec, dans le fond, travaillent fort, mais la raison pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent dans la vie, c'est à cause que la maison, elle travaille plus fort qu'eux. La valeur qui est créée par la maison, elle va plus vite que la valeur du travail qu'on est capable de faire. Puis, c'est une condition de base dans beaucoup du marché en ce moment qui est vraiment pas bonne pour l'abordabilité en général. Puis, comme les gens, dans le fond, ils vont sentir ce poids-là, ils vont sortir cette morsure-là au moment où ils déménagent. Puis tout le monde finit par déménager. Mais je pense qu'on n'a pas encore réalisé à quel point est-ce qu'en ce moment, ça va faire mal, la hausse des prix, pour toutes les personnes qui vont se retrouver à rentrer dans le marché parce qu'ils partent de la maison, parce qu'il y a un nouvel enfant, parce que empty nester, peu importe. Ils vont rentrer dans un marché où est-ce que les prix ont explosé. Ils ne l'ont pas nécessairement tous senti en même temps. Attaquer ça de front, ça veut dire attaquer l'appréciation des maisons, puis c'est un chantier. Je parlais des décisions difficiles qu'on a à prendre ici aujourd'hui. Je pense que cet après-midi, on va parler des manières concrètes d'attaquer la question. C'est certain que ça va être emballant au niveau des résultats, puis je nous souhaite d'avoir la force de nos convictions à ce niveau-là, puis regarder en face qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les prix où ils sont, pour pas qu'on se retrouve dans 3-4 ans à avoir une autre conversation difficile, mais avec le double des prix. Ça pourrait arriver.
Oui, absolument. Monsieur Cortellino? Bien, au niveau de préserver le parc, on parle beaucoup il manque d'offres, ajouter de l'offre. C'est sûr que si le parc se détériore et on perd de l'offre de l'autre côté, on n'est pas gagnant. Donc, il faut travailler sur les deux fronts. Je pense qu'il y a plusieurs programmes aussi qui travaillent sur les deux fronts. Au niveau aussi de l'appréciation des prix, puis pour revenir un peu à l'exemple, je faisais avec la pression du marché, oui. l'analogie médicale, je si vous regardez le marché de l'habitation en ce moment, il y a une maladie, c'est le manque d'offres. Puis ça crée les conditions propices à des symptômes comme la spéculation et d'autres choses. C'est beau trouver des remèdes aux symptômes, la spéculation, mais si vous n'attaquez pas la maladie directement avec des remèdes, on ne s'en sortira pas. Donc, je pense que c'est important aussi de marteler. Puis je pense que tout le monde a martelé le même message ce matin, qu'il y avait un manque d'offres, des besoins importants dans les logements sociaux, les logements abordables ou peu importe dans le continuum. Et même à la fin du continuum, si on manque d'offres vers les logements un peu plus chers, revenus moyens, etc., oui. il va y avoir des surenchères encore, etc. Les gens vont s'endetter. Et il y a plusieurs études qui démontrent, même dans le locatif, que lorsque vous faites du locatif de marché, il y a des études des États-Unis, mais aussi d'Helsinki, qui n'est pas, je pense, un paradis du capitalisme, c'est que les gens avec des revenus moyens assez élevés vont aller vers ces logements neufs plus récents qui sont plus chers. Et ça va libérer un logement et quelqu'un qui est un peu en dessous va pouvoir prendre le logement qui a été libéré. Et ça crée un effet de chaîne oui. qui permet de libérer des logements, peut-être pas vers le logement social où les gens ont des revenus beaucoup plus faibles, mais ça peut avoir un effet de chaîne qui, même si c'est un logement de marché, ça découle vers les autres gammes de prix, ça aide tout le monde en bout de ligne. Donc, c'est mieux plus d'offres que pas d'offres, finalement. D'accord. Alors, écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Ils sont assez nombreuses. Il nous reste une dizaine de minutes. On va essayer de les couvrir rapidement. Donc, première question, en fiscalité municipale, n'est-il pas hypocrite d'indexer les taxes sur l'augmentation de la valeur des biens, quitte à appauvrir les propriétaires occupants? C'est ce qu'on commence à voir. Là, on se pose la question, est-ce que les gens, maintenant que leur maison a doublé peut-être depuis 10 ans, vont être capables de payer leurs taxes? Bien, en tout cas, moi, je vais témoigner de la rue où j'habite. Oui. Et en 25 ans, j'habite dans ce qui était traditionnellement un quartier ouvrier à Montréal. Oui. Et toutes les maisons sur ma rue, à part la mienne, ont été vendues 2 fois. Puis je suis la valeur des transactions et on parle là, de quintupler la valeur moyenne en 20 ans. Alors ça, c'est sûr que plusieurs des gens qui ont vendu vendu parce qu'ils étaient à revenu fixe, c'était des retraités qui avaient été des travailleurs, des travailleuses dans des usines, des choses comme ça, et qui n'étaient plus capables de suivre la parade, à la fois à cause des taxes, des coûts d'entretien, des choses comme ça, qui leur permettaient plus d'être propriétaires. Alors, ces gens-là ajoutent aux citoyens en situation de crise, puis paradoxalement, bien, ils s'en sortent en vendant leurs actifs. Oui. Et tu ne peux pas faire ça de manière perpétuelle, ça fait un Ponzi. Tu ne peux pas dire, je vais toujours être celui-là qui est sur le dessus de la pyramide, parce qu'à un moment donné, la pyramide est trop large, puis ça ne marche plus. Alors, c'est là-dedans qu'on est. Fait que oui, il faut que la taxation soit ajustée différemment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose rapidement ou on passe à la prochaine? Parfait. Un des problèmes, et depuis des années, c'est que les acheteurs achètent pour revendre, car tout le monde le sait, l'immobilier, c'est le meilleur investissement. Et on discutait de comment il faut peut-être être capable de partager donc cette richesse. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment un problème? Bien, encore une fois, je reviens au message de tantôt. Lorsque passez le logement pour la demande, vous créez les conditions propices aux gens qui veulent faire des flips parce qu'il y a de l'argent à faire. Ils voient les prix, et les gens commencent des fois même à avoir des attentes irrationnelles par rapport au prix, ce qui peut entraîner des décisions financières désastreuses en bout de ligne. Dans le cas de Montréal, par exemple, on a vu que les gens qui achètent pour revendre en l'intérieur d'un an, c'était quand même limité dans les dernières années, peut-être 3 des transactions, mais qu'avec le marché qui devenait de plus en plus tendu, ça augmentait. C'était parti à 1, quelques %, 2 %, donc ça attirait des gens qui voulaient faire des reventes plus rapides avec un profit. Et encore une fois, la façon de solutionner ça, on peut regarder comment freiner cette spéculation-là, mais tant aussi longtemps qu'on ne sera pas en mesure de fournir un nombre de logements suffisant au Québec pour le bassin de personnes qu'il y a, pour la demande qu'il y a, ça va être difficile Il faut trouver un remède à cette solution-là, en bout de ligne. J'entendais récemment qu'à Toronto, il y avait eu, depuis quelques mois, plus d'inscriptions dans le marché, donc davantage de vendeurs, mais dès qu'ils n'obtenaient pas le prix qu'ils voulaient avoir, donc peut-être au plus fort de notre pandémie là, en 2021, quand le prix a vraiment augmenté, dès qu'ils ne voyaient pas qu'ils ne pouvaient pas encore avoir ces prix-là, retiraient leur inscription. Donc, c'est un cercle vicieux. Là, on n'aura jamais davantage de maisons sur le marché, d'offres disponibles si les gens n'acceptent pas qu'à un moment donné, peut-être que le prix va diminuer et qu'effectivement, leur valeur, leur immobilier va descendre. Oui, mais je ne sais pas si je vais peut-être finir rapidement. C'est des gens qui font des inscriptions. Des fois, ils n'ont pas leur prix, peuvent se retirer. D'autres vont quand même vouloir vendre. Ça dépend aussi, on est dans un contexte de vieillissement de population. Des fois aussi, il y a des gens qui
peuvent mettre la propriété en vente, mais n'ont pas nécessairement le besoin de déménager pour le travail ou là, donc peuvent attendre un petit peu. Et encore une fois, même si les inscriptions augmentent en ce moment, on le voit, là, puis le marché se rééquilibre. Prenez un acheteur là, dans vos municipalités, il dit, le marché est équilibré maintenant, mais il dit, oui, mais le prix est tellement élevé, même si c'est équilibré, c'est quand même inabordable pour moi. Donc, c'est plus qu'atteindre l'équilibre, c'est de revenir à un moment où c'était plus simple pour les ménages, là, autant dans le locatif que dans l'accession de propriété ou dans le logement social, d'avoir quelque chose qui était en ligne avec leurs revenus. Ne mise-t-on pas trop sur les politiques pour induire du changement? C'est lent et fragile. Peut-on interpeller les marchés financiers plus créativement? Effectivement, depuis ce matin, on demande énormément, entre autres à Québec, d'investir davantage. Mais outre Québec, qui peut faire du changement? J'ai envie de dire que c'est possible d'imposer la créativité. Dans le sens, pas la taxer, mais de la contraindre. Il y a des choses qui, aujourd'hui, ne font pas de sens, à mon avis. Par exemple, il y a une partie du débalancement du marché, surtout dans les grands centres, qui est provoquée par des investisseurs institutionnels de grande ampleur qui n'existaient pas il y a 25 ans. T'sais, Capri, il y a 25 ans, personne ne savait que ça existait. Aujourd'hui, ils ont 125 000 unités de logement. Bien, quand tu as 125 000 unités de logement, tu es plus gros que bien des municipalités. Ton rôle, ta manière d'envisager les transactions immobilières n'est pas du tout la même que quand tu as des petits joueurs. Alors qu'il y a une taxe, même à l'échelle d'une municipalité, au lieu d'être la même taxe pour chaque immeuble, ce qui est le cas actuellement, on pourrait envisager des situations où, par exemple, un propriétaire se fait taxer sur l'ensemble de son parc immobilier. Oui. Et là, il y aurait un élément de progressivité dans la taxation. Là, ça calmerait l'ardeur de ceux qui font de la spéculation, puis qui achètent des stocks puis qui s'assoient dessus pour leur vendre plus cher plus tard, par exemple. Alors, il y a plusieurs mesures comme ça qui peuvent faire en sorte que ça ne demande pas des investissements publics supplémentaires, mais qui peuvent avoir des effets pour calmer les processus spéculatifs. Et ça, c'est beaucoup de choses qui pourraient être faites. Je trouve que c'est une question intéressante d'interpeller les marchés financiers directement plutôt que passer par la réglementation politique, parce que c'est quoi la punition en ce moment dans le marché financier à la crise de l'abordabilité? Ça serait quoi l'incitatif? C'est quoi la structure en ce moment qui punit les marchés financiers? Évidemment, je pense qu'il y a une convention, c'est pas bon pour l'économie en général qu'on mette autant d'argent dans notre loyer. C'est pas bon pour la consommation, c'est pas les dépenses discrétionnaires. Mais ça, c'est des gains qui ne sont pas réalisés. Le potentiel de croissance économique qu'en ce moment on ne voit pas parce que les gens ils payent cher leur hypothèque, bien, il est dur à écrire sur un papier, tandis que les profits qu'on réalise avec les investissements dans l'immobilier, en ce moment, sont très réels, tous les loyers qui rentrent. Donc, je trouve que la question pose une prémisse intéressante. J'ai l'impression que, c'est un peu pour faire du pouce sur la question d'avant, ce n'est pas nécessairement des personnes qui viennent de leur action profiter du marché. J'ai l'impression que le profit dans le marché attire des personnes qui veulent embarquer dans la rivière et aller plus vite. C'est pas par l'action des personnes qui investissent nécessairement que ça profite, c'est qu'il y a tellement d'argent qui se fait à cause des conditions qu'on s'est données, socialement, politiquement, réglementairement, que la valeur augmente. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de réponse qui passe par un autre chemin qu'au moins un début d'engagement politique. Parfait. On va aller rapidement avec la dernière question. Il nous reste encore 3 minutes. Le déséquilibre du soutien de l'État est réel. Le problème est politique. Il faut trouver le moyen de recycler le capital immobilisé dans le logement social. Vous le disiez, vous aimeriez qu'on arrive à 20 %. On a déjà été donc à 10 %. Donc, vous acceptez ou vous êtes d'accord avec cette prémisse-là? Absolument. Bien, non seulement je suis d'accord, je pense qu'on est fou collectivement de s'asseoir sur des... Puis là, si on rajoute le logement public dans l'équation, sur pratiquement 20 milliards de dollars d'actifs, puis on le laisse là. Il est utilisé, il y a du monde qui vit dedans, mais trouvez-moi un propriétaire du marché privé qui a 20 milliards d'actifs à sa disposition, puis qu'à peu près la moitié de ça est en équité, puis qui dit, bien, je ne vais rien faire avec. Ça se peut pas. Je veux dire, cet entrepreneur-là, 3 semaines après, il a acheté le Québec au complet. Je veux dire, là, nous, on a ça, puis on dit juste, bien, on ne peut pas rien faire. Ça se peut pas. On est capable de faire de quoi avec ce qu'on a. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mécanismes et d'autres ressources qu'il faut qui soient investies. Mais on a une mine d'or, il faut la mobiliser. Monsieur Cortellino? Bien, je crois que on l'a mentionné tout au long de la matinée, les besoins sont importants. Et on parlait aussi ce matin que chaque municipalité est un peu différente, chaque province au pays est un peu différente. Au Québec, par la région de Montréal, par exemple, vous avez tous ces petits plex qui appartiennent souvent à un ménage, un jeune propriétaire ou une famille, des personnes âgées qui sont là depuis très longtemps. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement
juste des grandes entreprises financières qui achètent ces Bien blocs-là. sûr. Le parc à Montréal est très diversifié, mais par contre, ça demeure sous surveillance. On ne veut pas se retrouver dans un marché futur, dans certaines places au pays, où il y aurait des situations oligopolistiques là, du contrôle du marché. Donc, c'est toujours des choses qui sont à surveiller pour assurer l'abordabilité. Mais encore une fois, je pense que ça prend des mesures différentes selon le secteur, la région, parce que les contextes sont très différents aussi. Monsieur Mongrain, le mot de la fin. Oui, certainement. Bien, sur recycler l'actif et l'équité dans le marché, les unités hors marché, évidemment, Stéphane a tout dit. Il y a un autre élément que je veux rajouter très rapidement, c'est le potentiel de l'investissement puis de la mise à profit du logement hors marché pour garder l'offre vivante, même dans les contre-coups économiques. On a vu les taux directeurs monter dans les derniers mois, puis évidemment, ça a d'habitude un impact sur les mises en chantier. Donc, on va construire moins de maisons. Mais les besoins d'habitation, ils n'arrêtent pas de croître parce qu'il y a un taux directeur qui monte. Une des choses qu'on pourrait faire collectivement, c'est de continuer à mettre de l'argent, même quand ça coûte plus cher, pour s'assurer qu'on ne continue pas à creuser un trou au niveau du déficit d'offres dans le marché au complet, donc dans toutes les unités qui sont disponibles. Merci beaucoup. Alors, on peut les applaudir. M. Corriveau, M. Mongrain, M. Cortellino, merci énormément. Merci pour ce premier panel.